Os dijimos en la primera parte de la mañana que habíamos querido traer a los mejores y efectivamente uno de ellos es Pierre de Meuron, que va a hablar solamente de una obra, la obra que han hecho en Colmar, de manera que vamos a pasar de la gran escala, ¿no?, de la visión geopolítica de Rem Koolhaas a la visión microarquitectónica, pero al mismo tiempo extraordinariamente pedagógica para todos nosotros de Pierre de Meuron. Pierre, muchas gracias por venir. Va a hablar en francés, advierto. Pierre, thank you very much for coming. Merci beaucoup. The platform is yours. Could you turn down the light, please? Thanks. Merci, Louis. Merci d'avoir insisté de m'inviter. Et je suis très honoré de participer ici à ce symposium. Donc, comme Louis l'a déjà dit, je vais présenter une œuvre. Et c'est une petite œuvre. Et je pense que je préférerais me concentrer sur un projet et de montrer les différents champs de réflexion que couvre l'architecture. J'ai aussi choisi la langue française pour honorer la diversité linguistique au monde. J'aurais bien sûr préféré la faire en espagnol, mais ne maîtrisant pas l'espagnol, je le fais dans une autre langue latine. Alors, donc, comme déjà dit, le projet, c'est le musée d'Unterlinden à Colmar. Et Colmar, qui se trouve, comme vous le savez, dans l'est de la France, en Alsace, en périphérie française. Et je pense que ce projet a aussi une dimension culturelle, de la politique culturelle française, de la sorte que ce projet peut s'initier lui-même. Ce n'est pas un projet qui est dépendant de la grande capitale parisienne. Et ça a été possible, et ça on le verra au cours de la présentation, ça a été possible parce qu'il y a dans la collection une œuvre phénoménale. Et ce sont les projets qui m'intéressent et qui nous intéressent, ce sont des projets qui sortent quasi d'eux-mêmes et qui ne sont pas comme dictés par une entité supérieure. Donc Colmar, en Alsace, préfecture du département du Haut-Rhin, fait depuis le début de l'année de la région, je dois toujours réfléchir, Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, compte environ 70 000 habitants et accueille environ 3,5 millions de touristes par an. Colmar fait partie d'une région, de la région du Haut-Rhin, et là j'ai aussi marqué d'autres villes importantes de cette région haut-rhénane, Bâle, Freiburg im Breisgau, Colmar et Strasbourg. Donc, parlant d'un musée, j'aime particulièrement cette image, et parlant d'un musée, et en l'occurrence d'un musée d'art, des Beaux-Arts, j'aimerais faire en tout premier un constat. Un constat presque inutile puisqu'il s'agit d'une évidence. Ce constat est cependant nécessaire car ce qui va de soi tend à passer inaperçu et ne s'imprime donc guère dans notre conscience. La présentation de l'œuvre d'art respecte celle-ci, de même qu'elle respecte le visiteur, qui vient s'expliquer avec une ou plusieurs d'entre elles. Ici, sur cette photo, vous voyez un visiteur regardant, ayant cette rencontre avec une œuvre d'art et devant le photographe qui a lui-même une vue directe avec une œuvre d'art.
L'œuvre d'art n'est pas une fin en soi, mais existe pour l'homme et par l'homme à travers l'explication perspective. À travers cette explication perspective, concevoir un musée, concevoir une muséographie, c'est rendre une rencontre possible entre l'œuvre d'art et le visiteur. Le musée, et les musées en général bien sûr, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils le sachent ou non, assument une fonction pédagogique. Et le musée dit implicitement ce que c'est une œuvre. Il est par excellence le lieu d'un tel enseignement. Ou bien, est-ce que je me tromperais? La perception de l'œuvre a lieu dans les galeries d'exposition, bien sûr, mais s'étend au contexte architectural, média, au bâtiment et se prolonge dans le contexte urbain des abords. C'est à l'instant où est perçu le bâtiment que commence effectivement le conditionnement du visiteur, où il est décidé à visiter le musée ou il le visite par hasard. Ici, nous voyons le cloître, le musée d'Unterlinden, depuis l'est, donc depuis l'extérieur. Ensuite, nous continuons notre promenade vers l'entrée du musée, le hall d'entrée, un passage qui mène dans un second hall, un escalier qui mène aux différents étages, l'ancien cloître, pour arriver finalement dans l'ancienne chapelle. Et c'est là qu'a lieu la seconde phase de la perception de l'œuvre. Or, si cette seconde phase est plus évidente, semble plus évidente, la première est le plus souvent méconnue. Je vais faire une description du projet et il m'a semblé que ce projet s'apprêtait très bien parce qu'il couvre, comme je l'ai dit, plusieurs champs de pensée, de conception. Et je vais avoir avec vous différents regards, selon différents modules, différents regards sur l'œuvre majeure, un regard sur l'urbanisme, un regard sur l'architecture, un regard sur la muséographie. L'œuvre majeure. Une œuvre dingue. Plus de 300 000 visiteurs par an jusqu'à présent. Et ils espèrent naturellement, avec le développement architectural du musée, d'augmenter ce nombre. Quel musée de France ou ailleurs déplace les foules du monde entier sur une seule œuvre? Le Louvre avec la Joconde, bien entendu. Et si le retable était à Paris au Louvre ou dans un autre grand musée du monde, ce retable serait une des pièces maîtresses de la collection de ces grands musées. Dans les années 1900, le musée se limitait à la chapelle. Les œuvres étaient entassées dans cet unique espace. Toute la collection d'art moyenâgeux était dans un espace, dans le même espace. Et le retable d'Isenheim n'était pas mis en valeur. Sa présence était quasiment niée au milieu d'autres chefs-d'œuvre de la collection du Moyen-Âge. Ensuite, la présentation jusqu'avant la rénovation, avant l'extension du musée. Vous voyez ici au centre, c'est déjà différent des années 1900,
Au centre, vous avez le retable avec ses différents panneaux montés sur un socle. La perception, je l'ai vue à l'époque, avant de commencer le projet, avant la rénovation, la perception était assez terne. Il n'y avait pas une présence de l'œuvre dans l'espace. Donc aussi, nous avons ôté le garde-fou en plexiglas. Je ne sais pas si vous le voyez, on le voit ici autour, le garde-fou en plexiglas pour éviter que les gens aillent trop près. Et aussi le socle en pierre. Donc nous avons remplacé ce socle, ce podium et ce garde-fou en plexiglas par une barre en métal formant un losange et un triangle devant les volets. Une approche et une rencontre, une lisibilité, une perception manifestement plus directe et améliorée de l'œuvre comparée à avant. La salle, et ceci je me semble intéressant, quand vous êtes dans le reste du musée et vous arrivez dans la chapelle, vous avez comme un coup de froid. Et ça, c'est intentionnellement que le musée est très peu chauffé pour éviter de causer des chocs thermiques aux boîtes tilleuls. Donc, ce n'est pas seulement une expérience visuelle, mais vous avez aussi une expérience thermique quasiment. C'est-à-dire qu'on est dans un espace archaïque qui n'est pas chauffé, ventilé. Et ceci, à mon avis, augmente une perception et une rencontre directe avec cette œuvre. L'éclairage, comme j'avais dit avant, la perception du retable avait été jusqu'à présent plus ou moins difficile. Et nous avons développé une possibilité d'éclairer le retable non seulement d'en haut, mais aussi par le bas, ce qui donne une répartition de la lumière beaucoup plus régulière sur toute cette œuvre qui a des dimensions, comme on l'a vu, assez grandes. J'aimerais quand même rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre, le retable, vous la présenter et vous montrer quelle place elle prend dans la production de l'art en Europe centrale. Et donc c'est un retable, c'est un polyptyque monumental qui a été peint par Matthias Grünewald au début du XVIe siècle. Donc c'était en pleine tourmente aussi politique mais aussi religieuse du début du XVIe siècle. C'était juste à la porte de la réformation de Luther et de Zwingli et des autres. Donc ce retable était dans un cloître. Les Antonins soignaient les malades qui étaient affectés d'une terrible maladie. Et au fond, ce retable était comme, à notre époque, nos écrans ou nos livres, et essayait de donner un réconfort ou d'essayer de donner une perspective à ces personnes atteintes de cette maladie terrible. Donc, sans maintenant faire un cours d'histoire d'art ici, ce n'est pas l'endroit, mais simplement pour que vous voyiez avec quel drame aussi, le drame au fond de la vie de Jésus, et avec ces détails, vous voyez avec quelle intensité Matthias Grünewald a au fond dépicté toutes ces scènes qui vont jusqu'ici avec les clous. On connaît aussi de Holbein, le Christ de Holbein qui est au musée des Beaux-Arts de Bâle. Donc là, à cette époque, il y avait un réalisme incroyable de cette douleur et de ces blessures que Jésus-Christ a dû subir. Aussi, il y a des détails, on ne peut pas s'arrêter. Il y a le grand thème
il y a Marie, il y a Saint-Antoine, il y a Saint-Baptiste, il y a tous les saints ou je ne sais pas tout quoi, mais vous avez aussi des détails qui sont assez intéressants de voir ici ce petit diable lançant à travers un vitre en cul de bouteille un de ces éléments de l'élément vitré. Là, en ouvrant, vous avez vu avant, c'était la fermeture. Ensuite, selon le programme liturgique catholique, on ouvrait les différents volets et apparaissaient de nouvelles scènes, la nativité, etc., la résurrection, l'annonciation et tout ça. Donc tous ces thèmes bibliques étaient représentés ici d'une façon très dramatique. Et là aussi, simplement quelques pour montrer le contraste avant avec la souffrance du corps qu'on a vu sur les premières images, ici plutôt la naissance, la vie qui vient et une bonté, une douceur, une grâce qui est ici, qui émane de cette image. Ensuite, la dernière ouverture s'ouvre sur une sculpture de Nicolas de Hagenau et vous avez à gauche et à droite encore des panneaux peints au recto avec là aussi des scènes où le fantastique n'y est pas exclu, où ici vous voyez l'agression de Saint-Antoine par des monstres. Et en bas à gauche, pour illustrer au fond cette maladie terrible, dans le coin inférieur gauche, un être aux pieds palmés, on se demande pourquoi aux pieds palmés, au ventre gonflé à l'extrémité des membres rongés, et personnifie la maladie justement causée par l'ergot de seigle qui se manifestait par des inflammations et des développements ulcéreux atroces et insoutenables. L'architecture du retable, je pense que c'est intéressant parce qu'à l'époque, c'était au fond comme un livre, c'est-à-dire que vous ouvriez les pages l'une après l'autre. Et ceci, il y a un petit modèle au mur, donc les visiteurs peuvent au fond apprécier cette perception primaire du Moyen-Âge. Mais à présent, cette perception, vous voyez tous les panneaux l'un après l'autre dans une séquence dans l'espace et plus dans une séquence dans le temps liturgique catholique. Ensuite, la description du projet en soi. Chaque fois, il y a ma conférence décrit justement des interrogations et des réflexions qui ont mené au projet réalisé. En premier lieu, nous cherchons une lecture critique. Puis, il y a transformation d'éléments, de matériaux déjà existants, qui se retrouvent distribués par nos interrogations, par nos réflexions. Et par notre travail journalier, ces ingrédients sont reconditionnés, sont transmutés, à tel point qu'une nouvelle espèce bâtie en émerge. Un caractère chaque fois spécifique, selon la commande, selon le contexte, ou mieux, le milieu. Ceci est le maillon fort de notre approche, et à la fois comme un instrument du projet et tout autant comme une interrogation de la discipline. Une architecture qui serait plutôt à percevoir avec tous nos sens, une expérience perspective donc, et non à lire, donc pas de citation. Donc la recherche d'une architecture avec une hypothétique relation primaire et non médiatisée et sans sens caché. Nous essayons de nous libérer de toute a priori architectural.
tant en ce qui concerne les formes, les matériaux, les détails. La notion d'idée géniale a pour ainsi dire totalement disparu de presque tous nos projets. Seulement des champs d'intérêt que nous traitons simultanément. Qui sont, comme je l'ai dit, comme je l'ai annoncé, un regard sur l'urbanisme, un regard sur l'architecture et un regard sur la muséographie. Pour des raisons évidentes, on ne peut pas traiter ce qui forme au fond un tout, on ne peut pas le traiter tous à la fois, c'est-à-dire que je vais les traiter l'un après l'autre. Chaque travail sur un projet résulte d'un questionnement particulier. L'apparence est d'une certaine façon presque fortuite, ou disons, elle est presque secondaire au départ. C'est elle, l'apparence, qui s'impose à nous, et ce n'est pas nous qui imposons ce qui est convenu d'appeler le style, ne nous intéresse pas non plus. Le résultat en est finalement toujours un autre, mais la démarche, la méthode est toujours la même. Enfin non, c'est l'attitude face au monde qui est la même. Au fond, qu'est-ce que c'est cette attitude? C'est l'ouverture, c'est le refus de savoir au préalable à quoi doit ressembler un futur projet ou un futur bâtiment. C'est oser la rupture de certains tabous, parfois, on le verra ici. C'est aussi ne pas vouloir savoir ce qu'est l'architecture, au fond. Si nous savons ce que c'est l'architecture, nous faisons uniquement des illustrations de ce que nous savons déjà de l'architecture. Je ne pense pas que Rimbaud savait ce qu'était la poésie, même si nous croyons savoir aujourd'hui ce que fut la poésie pour lui. Donc, 3 images pour illustrer une fois l'urbanisme, l'architecture et la muséographie. Donc, en premier, un regard sur l'urbanisme. Colmar, petite ville avec un centre médiéval, avec plusieurs bâtiments religieux, dont justement le cloître des Dominicaines à Unterlinden. Comme vue aérienne, le quartier autour du cloître, avec ici le projet. Et je vais expliquer les différents éléments de ce projet. Nous avons l'ancienne chapelle que nous avons vue avec le retable à l'intérieur. Et nous plaçons, au fond, comme une première symétrie, une ligne de symétrie, et nous reflétons à l'axe vertical, nous reflétons un même volume que nous appelons la nouvelle aile. Donc il y a comme un écho qui se fait de l'existant avec ce qui est à venir ou ce qui est devenu. Donc ici, vous voyez l'ancienne chapelle depuis l'extérieur, et ici, vous voyez le nouveau bâtiment, la nouvelle aile, nommée Lakerhof. Ensuite, nous avons l'ancien cloître avec son jardin. Et nous avons aussi de nouveau reflété à la verticale, nous avons reflété une nouvelle cour qui est formée par les bâtiments des bains municipaux existants et la nouvelle aile. Ensuite, voilà ici encore le cloître avec son jardin intérieur ouvert et ici la nouvelle cour avec un arborium. Ensuite, 3e élément urbain, nous avons un canal qui coule, un cours d'eau qui coule à travers Colmar et qui est visible dans toute la ville historique, dans tout le centre historique, mais n'est pas visible aux abords d'Unterlinden. Et donc, à la place de ce trait bleu que vous voyez, qui au fond était à la place d'un miroir à l'avant,
nous avons réouvert le canal, c'est-à-dire que nous avons remis à l'air le canal qui avait été couvert, qui avait un cours souterrain et donc n'était plus visible. Ensuite, j'en parlerai aussi après, du fait que le maître de l'œuvre, du fait que le musée ne voulait avoir qu'une entrée et ne pas avoir deux pour des raisons évidentes opérationnelles et de coût, il était nécessaire d'avoir une entrée qui pouvait faire accéder les visiteurs à toutes les parties du musée, donc à gauche et à droite du cours d'eau et de la nouvelle place. Et cette relation spatiale, cette circulation se fait par une galerie souterraine que vous voyez ici en jaune. Et ensuite aussi, au-dessus de cela, il y aura la petite maison que je vais aussi expliquer. En image, vous voyez ici une image d'avant l'intervention, avec l'ancienne gare routière, un lieu peu attractif. Et l'histoire ou l'étude de l'histoire urbaine nous a inspiré à exhumer le canal enfoui que nous voyons ici, c'est-à-dire de réouvrir cette place et de la rendre bien plus attractive. Et une place piétonne est à la place, pavée de grès rouge, une pierre locale. Ici, vous voyez le cours d'eau de la Sinn qui traverse Colmar et qui s'arrête juste avant le musée d'Unterlinden que vous voyez ici en haut sur la gauche. L'état actuel et maintenant aussi des marches ici le long du canal invitent à s'asseoir là où se garaient avant les bus et les automobiles. Au milieu de la place coule une rivière et au fond, ce qui tente à faire penser que le canal coupe ou empêche une relation entre les différents corps de bâtiments autour de la place, au contraire, ce canal, il forme un lien entre les bâtiments du cloître à gauche et des anciens bains municipaux à droite. C'est à partir du dessin de l'espace public que nous avons pu faire interagir les échelles urbaines, architecturales et muséographiques au sein du projet. Donc à travers ces trois regards, à travers du regard de l'urbanisme, nous avons défini les autres regards, celui de l'architecture et celui de la muséographie. Donc maintenant, un regard sur l'architecture. Et l'entrée avant la rénovation était à l'est. Vous voyez la flèche qui était par le petit parc, donc à l'est. Ce que nous avons fait, nous avons amené l'entrée du musée vers la droite, sur la place, la nouvelle flèche blanche. Et ceci, ensuite, comme je l'ai expliqué déjà avant, nous avons bien entendu étudié d'avoir différentes entrées, une entrée qui se fait là, ou une entrée qui se fait dans la nouvelle aile, mais comme dit déjà auparavant, pour des raisons opérationnelles, pour des raisons financières, ceci n'était pas négociable. Donc, il a fallu créer ou définir cette galerie souterraine qui relie les deux parties du musée d'Unterlinden, à gauche et à droite de la place. Pour l'architecture, pour aller plus en profondeur dans la réflexion et la définition ou la description de l'architecture, j'ai choisi cette image
Et cette image montre différents éléments. Bien sûr, ce ne sont pas tous les éléments, mais certains éléments du projet. Je vais maintenant les décrire l'un après l'autre. D'abord, justement, la galerie souterraine, qui est un élément difficile, c'est un élément qui n'est pas évident. On sait que dans les musées, de descendre dans un sous-sol, ça donne toujours des espaces mineurs. Donc il y a toujours cette problématique d'être dans une cave ou dans un sous-sol, dans des espaces bornes. Et là, il n'y avait pas d'autre solution. Donc la seule façon, c'était de donner une qualité à cette galerie souterraine que vous voyez ici en basement, en cave, et que vous voyez les caves du cloître, la galerie souterraine qui amène vers la droite, vers la nouvelle aile. En coupe, ceci vous donne à gauche le cloître et à droite la cour et la nouvelle aile, et au centre la petite maison que je vais aussi encore décrire dans quelques instants. Cette galerie d'exposition, justement comme je viens de le dire, sont généralement problématiques. Et il s'impose d'éviter un long espace borne, et c'est là où intervient au fond cette idée pivot du projet de la petite maison. Et c'est de rendre le parcours entre la gauche en bas et la droite en haut, qui mène à l'aile, à gauche qui vient du cloître, ou vice-versa, de rendre ce parcours le plus attractif possible. Et donc ici, cet espace souterrain qui mène vers la petite maison, qui au fond s'étend vers le bas, dans la verticale vers le bas. Et cette petite maison a été, au fond, aussi en regardant dans des archives, nous sommes tombés sur cette photographie et nous avons vu qu'avant la construction des bains municipaux que nous avons vus avant, c'est-à-dire vers la fin du XIXe siècle, le contexte urbain se présentait de la sorte. Et aussi sur une maquette qui est dans le musée historique de Colmar, nous avons découvert la situation qui était fin XIXe siècle. Et en rouge, encore dans le cercle rouge, cette petite maison. Ici en modèle. Et je vais vous expliquer aussi comment on a développé cette maison, ce projet, parce qu'on a eu cette recherche. Comment est-ce qu'est la forme finale? Parce qu'il y a un piège au fond, parce que comment s'imprégner de l'histoire du lieu sans tomber dans le pastiche ou le néo-pittoresque. Notre parti aussi n'était pas d'opposer l'existant et le nouveau par des écritures trop contrastées, mais au contraire d'interroger les notions de reconstruction, de simulation et d'intégration. Donc toute une recherche approfondie sur la typologie de la petite maison a eu lieu. Et donc vous voyez ici un exemple ou des exemples de cette recherche architecturale sur la forme en premier lieu, après aussi sur la matérialisation de ce petit bâtiment. Là, ceci explique encore une fois, cette maquette explique encore une fois la petite maison avec une dimension horizontale sur la place, c'est-à-dire qu'elle est visible à partir des différents points de la ville ou de la place, et aussi elle est à la verticale, c'est-à-dire qu'elle relie le haut, le niveau de la place, et la galerie souterraine qui traverse la place en souterrain. Ce volume affirme justement d'une part la présence du musée sur la place et agit aussi comme un pivot pour faire dialoguer les bâtiments de différentes époques, à gauche les bains de 1906 et à droite le cloître moyenâgeux, justement ces différentes époques et styles entre eux. Ce principe rappelle un peu celui-ci,
Ce principe rappelle celui aussi utilisé au Schaulager à Bâle, où un pavillon d'entrée, empruntant la forme iconique d'une maison avec un toit à 2 pans, établit une transition entre l'échelle du stockage de l'art, le grand bâtiment, et l'échelle plus petite du quartier avoisinant. Ensuite, la fenêtre sur galerie. De chaque côté de la petite maison, il y a une ouverture, une fenêtre, et cette fenêtre donne la possibilité aux passants, c'est-à-dire aux personnes qui sont au niveau de la rue, de la place, d'avoir une vue vers le bas, vers la salle d'exposition, où nous voyons ici un des tableaux de cette galerie pivot. Aussi, vous avez la vue dans l'autre sens, c'est-à-dire quand vous êtes dans la galerie souterraine, vous avez cette relation visuelle, cette relation spatiale avec d'où vous êtes venu. Donc c'est une possibilité aussi de s'orienter et justement d'éviter d'être dans un trop longtemps dans une galerie borne, dans une galerie sans relation avec la lumière naturelle. La fenêtre sur cour, qui, au fond, pour délimiter la cour, on a continué le mur pour vraiment fermer la cour. C'était aussi des raisons opérationnelles pour pas que tout le monde entre dans cette partie du musée. Et vous voyez depuis cette fenêtre, encore une fois, cette relation visuelle du passant avec des éléments du musée, ici avec l'Ackerhof en second plan et l'arboréum au premier plan. Encore une fois, une vue de la cour avec, au fond, une partie de Colmar, au fond, qui s'intègre parfaitement, à mon avis. Il ne s'agit pas de qualifier ces architectures, mais spatialement, ces architectures ont une contribution à l'espace de cette cour. C'est un peu aussi comme pour Ricola, où nous avons découvert un mur d'une carrière, et ce mur de la carrière, par le bâtiment, par l'intervention architecturale, a pu, au fond, mettre en valeur un élément qui avait été, au fond, peu reconnu avant, peu vu, perçu avant. Ensuite, l'Ackerhof lui-même, là aussi, sachant que nous avions décidé de placer ce volume, ce nouveau volume, que nous voulions aussi former une sorte d'écho avec la chapelle existante. Donc nous avons réutilisé une typologie semblable en forme et en volume. Et là aussi, ce n'était pas simplement un pastiche, ce n'était pas simplement une copie de l'existant, mais il y a eu une recherche plastique, une recherche sur l'architecture de ce bâtiment contemporain. Aussi, de nouveau, là, avec toute une rangée, une série de possibilités. Donc, là, en plan, ce n'est pas très important maintenant, les questions de plan et de coupe, mais quand même, pour montrer qu'il y a aux deux extrémités, il y a les aires de circulation et au centre, un grand espace d'exposition, ceci sur 3 niveaux. Il était bien entendu nécessaire non seulement de relier le cloître d'un côté de la place à l'extension du musée de l'autre côté de la place, mais il était aussi nécessaire dans ce cas-là de relier les 3 différents espaces d'exposition que vous voyez ici sur cette maquette. Dans ces espaces de transition, donc, nous pensons que ces circulations à la verticale sont des espaces de transition
Là, l'expérience muséographique est nécessairement interrompue. Nous recentrons, nous attirons l'attention du visiteur sur le langage de l'architecture. Dans ce cas-là, dans le cas des salles d'exposition, le regard sur l'architecture est plus distant, est plus discret. Mais là, dans ces escaliers, dans ces aires de circulation verticale, nous attirons l'attention sur un langage de l'architecture et nous essayons, nous voulons offrir une émotion spatiale inédite. Dans d'autres projets, nous avons utilisé l'escalier en spirale. Mais ici, la figure de l'escalier hélicoïdal prend une valeur particulière car elle renvoie aux escaliers à vis médiévaux. Donc chaque escalier est différent. Ici, juste après le hall d'entrée, le palier qui mène vers la galerie souterraine. Et il y a ici justement ces expériences spatiales au fond en changeant de niveau, d'allant d'un niveau à un autre, de se tournant sur soi-même. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en ascenseur, c'est clair qu'il y a les ascenseurs pour les handicapés, ce n'est pas quelque chose qui se fait linéairement avec un escalier en cascade, mais c'est une expérience plus marquée au niveau spatial. Ici, un mouvement ascensionnel et une vue vers le bas. Nous avons intégré un éclairage indirect dans certains endroits et aussi nous avons pu dissimuler la prise d'air du désenfumage, sachant que souvent tous ces éléments techniques définissent trop fortement des espaces architecturaux. Ici, le désenfumage, les grilles de désenfumage se font cacher derrière cette niche circulaire. Ensuite, pour la matérialisation, nous avons choisi la brique cassée. Nous avons choisi un produit, un matériau minéral, c'est-à-dire quelque chose qui, à nouveau, se lie à l'existant. Et nous n'avons pas cherché le contraste, nous n'avons pas cherché une dialectique, par exemple, en fer, en acier ou dans un autre matériau utilisé depuis le XXe siècle. Et donc, aussi une recherche sur quelle sorte de pierre, quelle structure dans l'existant. Et nous avons justement développé, aussi dans plusieurs projets, nous avons développé cette solution d'une brique cassée. Ceci avait déjà été testé, nous avons déjà fait des recherches en 2003 pour un projet à Jinhua avec Ai Weiwei qui n'a malheureusement pas été réalisé. Mais là aussi, nous avons testé différents appareillages, aussi en observant les techniques de briques chinoises. Et ça, encore une fois, des échantillons à l'échelle 1 à 1, et encore une fois, ce projet n'a malheureusement pas pu être réalisé. C'était un projet urbain avec des logements, des négoces, des bureaux, des ateliers et tout ça, à assez grande échelle qui, pour les Chinois, avait été au fond trop innovateur. La brique cassée, nous l'avons utilisée dans un projet qui vient d'être inauguré en 2016, ici, près de Bâle, pour Vitra, et qui montre le Shao Depot. Là, nous avons choisi une brique plus homogène, c'est-à-dire en la cassant, vous entrez dans le matériel. On entre dans le matériel et on découvre au fond l'intérieur de la brique. Cette brique a été choisie d'une façon beaucoup plus homogène. À Colmar, nous avons voulu une brique plus vivante qui, au fond, qui génère une surface plus hétérogène.
Et donc pour la technique, ça se fait comme ça, c'est une brique pleine à 2 trous. Et ça se fait comme ça. Donc là aussi, nous avons étudié, bien entendu, une production machine à la machine, et pour des raisons économiques, pour des raisons pratiques, mais aussi pour des raisons écologiques, il a été plus économique de le faire à la main, c'est-à-dire avec un marteau, et de le faire avec les muscles de cet ouvrier. Ceci, il l'a fait environ 50 000 fois. Ensuite, la fenêtre en ogive, vous avez certainement déjà perçu sur certaines images, je n'en ai pas encore parlé parce que je voulais le développer ici comme un élément spécifique du projet. La fenêtre en ogive, et je dirais qu'après la petite maison, où on a au fond repris une forme existante, sans la copier, sans la refaire un à un ce qu'elle était, mais repris une forme. On a aussi été critiqué pour ça, c'est clair. Ceci, je le définirais, reprendre cette forme, cette typologie de la petite maison qui existait au XIXe siècle et avant, c'était pour moi comme une rupture de tabou. Donc c'était la rupture de tabou numéro 1. L'utilisation de la forme de la fenêtre en ogive, pour moi, c'est comme une rupture de tabou numéro 2. Et donc là, vous voyez, ce n'est pas seulement une fenêtre, donc c'est à plusieurs fenêtres, et bien entendu, Colmar et son cloître sont prédestinés pour, au fond, étudier, faire une étude de l'arc en ogive, que l'on sait très bien qui a été développé au gothique, dans le temps gothique, et qui a donné la possibilité de faire des architectures beaucoup plus ouvertes, avec beaucoup plus de transparence, et tout ça du fait que les forces, au fond, sont rétablies bien différemment que l'arc en demi-cercle. Et donc, il y a l'arc en ogive dans le cloître, il y en a dans l'ancienne chapelle, ici, ça c'est certainement aussi un arc en ogive moyenâgeux. Ensuite, le néogothique a utilisé ça, il y a aussi eu des interventions néogothiques dans le musée, surtout à l'époque, en 1850, quand ils ont ouvert le musée. Les dominicaines étaient jusqu'en 1793, donc pendant la Révolution, ont dû quitter le couvent, et entre-temps, c'était une caserne. Donc, il y a eu des usagers différents, des moines ou des nonnes aux militaires, et ensuite, pour devenir en 1853 un musée, une première étape du musée d'Unterlinden. Donc, le néogothique a aussi fait son apparition, et il y avait les architectes qui faisaient aussi, selon le goût du jour, ils faisaient leurs interventions. On voit, oui. Donc, pour la forme en gothique, donc dans ce mur du bâtiment, nous avons 2 murs. Nous avons un mur porteur à l'intérieur qui est en béton armé, et nous avons un revêtement de briques vers l'extérieur. Donc il y a 2 différents systèmes statiques que l'on voit ici sur cette esquisse. Donc les barres métalliques qui donnent la possibilité de faire cette ouverture et donner aux forces d'aller à gauche et à droite de l'ouverture. Et pour la brique, nous avons choisi un autre système de renforcement avec des barres métalliques qui sont dans les différentes couches entre les briques, qui sont à l'horizontale. Et donc, il ne s'agissait pas d'imiter le principe constructif de l'ogive, ça aurait été ridicule, mais c'était simplement à en évoquer la forme, de l'ogive. La disposition originale des pierres taillées ou des briques en arc brisé est abandonnée au profit de briques découpées pour suivre rigoureusement les lignes de l'ogive, au fond, comme si l'on découpait cette forme dans une feuille de papier.
Vers l'extérieur, la fenêtre se montre en ogive. Comme il y a certaines fenêtres qui donnent sur des salles d'exposition, nous avons pensé que d'avoir une forme en ogive dans une salle d'exposition était trop expressive. C'est-à-dire que nous avons changé la section de la fenêtre de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, c'est une fenêtre en forme d'ogive et à l'intérieur, c'est une fenêtre rectangulaire. Donc il y a eu un morphing, il y a eu une transformation plastique entre l'intérieur et l'extérieur. Ce qui s'est avéré aussi assez intéressant parce que les fenêtres, il y a eu comme un double sens à la fin, aussi un sens pratique, comme les fenêtres en forme d'ogive qui sont à l'extérieur devaient être aussi ouvrables pour les nettoyer, ça n'aurait pas été possible si à l'intérieur la forme ogivale avait été continuée vers l'intérieur, c'est-à-dire que le pic, la forme, la pointe de l'ogive aurait tapé contre le mur. Alors ça a donné aussi là la possibilité géométrique de résoudre ce problème. Il est entendu que ce n'était pas facile et ce n'est pas conventionnel et ce n'est pas habituel de faire une architecture, un détail pareil. Donc, on a dû travailler intensément, on n'a pas pu aussi tout définir sur plan, on a dû travailler intensément avec les corps de métier, avec les ouvriers qui étaient sur place. Donc, beaucoup s'est fait sur place, aussi avec une esquisse ici qui m'a beaucoup plu, que et nos collaborateurs et les ouvriers qui étaient sur place, ils tâchaient de communiquer l'un avec l'autre pour comprendre de quoi il s'agissait, comment ils pouvaient, au fond, réaliser cette forme le plus effectivement possible. Sa forme d'arc en ogive, vous l'avez aussi vu, est dans les escaliers. Donc là, nous n'avons pas cette problématique de l'intérieur et de l'extérieur, comme je l'ai décrite auparavant. Et là aussi, ça a été fait avec des manières, au fond, toutes les formes ont été développées à l'ordinateur, mais sur place, c'était au fond, c'est devenu un travail physique et analogue. Là, les formes rectangulaires, encore une fois, cette transformation de l'ogive au rectangulaire est aussi dans l'autre sens, avec, encore une fois ici, des esquisses ou des recherches sur maquette. La fenêtre, c'est un œil, au fond, c'est un instrument de vision, c'est-à-dire que d'une part, étant dehors, vous voyez cette fenêtre, vous voyez sur le bâtiment, et étant dedans, vous avez une vue vers l'extérieur, vous revoyez les bains, aussi de nouveau là, cet échange visuel entre l'extérieur et l'intérieur. Ensuite, l'ancien couvent à gauche, forme typique d'un couvent avec la chapelle, comme on a vu, le cloître central. Ici, avec la nouvelle entrée aussi, qui a été développée avec les monuments de France, il n'est pas nécessaire de rappeler que ce bâtiment est sous protection des monuments françaises, donc nationales. Et donc, il y a eu là aussi une collaboration intense avec les architectes des monuments de France. Là, sans entrer dans les détails, il s'agissait qu'est-ce que c'est une forme qu'il faut garder, quelle forme est-ce qu'on peut de nouveau remplir ou remettre du crépi dessus. Donc, ça, c'est le résultat final. Et je dois dire que dans ce cas-là, il a été au fond propice et ça a servi au projet qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Je pense qu'en Suisse, il y aurait eu plus d'argent et il n'y aurait pas eu cette sensibilité vers des éléments déjà existants. Ils auraient refait toute une rénovation et ça aurait tué toute une atmosphère de patina aussi, qui est au fond, à mon avis, très importante dans ces bâtiments. Je pense qu'on connaît ça aussi en Espagne et en Italie, c'est-à-dire qu'il y a les différentes couches. L'histoire d'un bâtiment est directement aussi visible à travers une perception directe et instantanée. Et donc, la nouvelle entrée
et ces arcs aussi qui passent vers les vestiaires ou le magasin, le bookshop. Le cloître, comme je l'ai dit, au fond, une rénovation minimale, et qui est au fond aussi un lieu de circulation à l'air libre. Ce n'est pas chauffé, donc je vais de la salle d'entrée, du hall d'entrée, je traverse le cloître, je vais dans les différentes salles d'exposition et je vais dans la chapelle où se trouve le retable. Durant la rénovation, c'est intéressant, nous avons découvert ôter les faux plafonds. Les cimaises ont été retirées, les faux plafonds ont été retirés, dégageant, et ceci est intéressant, des mosaïques de plancher peintes du XVIe et XVIIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est de réutiliser, je crois qu'en français on utilise aussi le terme des spolias, des spolien, c'est-à-dire d'utiliser des éléments architecturaux existants et de refaire quelque chose de neuf, c'est-à-dire qu'on a dans les salles d'exposition, par exemple dans la salle Schongauer, nous avons placé, entre les poutres, nous avons placé ces différentes planches peintes du XVIe et XVIIe siècle. Ce qui donne ici, je pense qu'aussi avec la couleur et les motifs des œuvres exposées, ça forme un tout intéressant. Les anciens bains de 1906, je vais un peu plus rapidement, je crois, et là une ancienne photo avec les bains, et comme une performance, je vais en parler encore aussi une fois, des performances ici des baigneurs qui se mettent en belle posture, et l'espace rénové, comme il se présente à présent. Donc ici, c'est la possibilité, c'était aussi dans le programme, d'avoir une salle événementielle, donc une salle polyvalente où vous pouvez faire un concert, vous pouvez montrer des vidéos et toutes sortes d'art, de mode d'art contemporain. Un regard sur la muséographie, donc ceci sera le dernier volet. Et comme je viens de l'exposer, le concept urbanistique et architectural du projet aspire à ce que le visiteur qui parcourt le musée le perçoive comme une seule entité. Et la conception de la muséographie en général et de l'exposition inaugurale découle de la même intention. La direction du musée a proposé à Herzog de Meuron le commissariat de l'exposition inaugurale. Nous ne sommes pas commissaires d'exposition et pour cela, nous avons fait appel à un professionnel et nous sommes associés à l'historien d'art et curateur d'exposition Jean-François Chevrier, qui, en tant qu'un de nos interlocuteurs critiques et réguliers, avait une parfaite compréhension du projet. Donc le voici. Et pour faire écho justement à l'ancienne chapelle où est présenté en permanence le retable, comme on l'a vu, l'analogie des deux espaces correspond à un dialogue architectural. Donc ici, la salle vide. L'argumentation de l'exposition inaugurale a été dictée par deux considérations principales. Le premier principe veut démontrer que l'espace conçu pour les expositions temporaires dans la nouvelle aile du musée permet de présenter sans cloisonnement des œuvres de toute nature, hétérogènes, contrastées, comme on le voit ici sur cette image où il y a de l'art vidéo, il y a une sculpture, il y a un Jeff Wall, il y a une peinture traditionnelle. Au fond, comment est-ce qu'on peut présenter ces différents modes d'expression artistique dans un même espace? Le second principe est complémentaire et nous avons choisi une problématique qui permet d'ouvrir le spectre des œuvres depuis le temps des cloîtres, dont témoigne l'exceptionnelle collection de peintures de Martin Schongauer, ici sur cette image, jusqu'à l'ère des écrans et des performances qui caractérisent l'époque actuelle.
La conception de l'exposition découle du même processus, ce qui semble à première vue une accumulation d'œuvres choisies comme ça gratuitement ou au hasard s'avère être une définition de l'histoire de l'art que chacun et chacune peut s'approprier. À travers cette démonstration, la muséographie met en valeur le dernier niveau de l'Akerhof et pousse le visiteur à découvrir le bâtiment mitoyen, le bâtiment où se trouvait la piscine des anciens bains municipaux. Les anciens bains municipaux. J'ai encore oublié quelque chose, c'est nous avons comme une troisième rupture de tabou, ce sont les simèses. La collection d'art moderne contient un grand nombre de peintures de l'école de Paris, comme on l'appelle, c'est-à-dire peintures des années 50-60, qui avaient été, en majeure partie, été faites par des artistes vivant à Paris. Et leur qualité est bonne, mais pas exceptionnelle. Et afin de ne pas sectionner les deux niveaux d'exposition par des parois fixes, nous nous sommes avancés vers une solution peu conventionnelle qui s'inspire par ailleurs de propositions muséographiques justement de ces années 50 et 60. Une image de l'espace d'exposition du rez-de-chaussée et ainsi qu'une du premier étage. Ensuite, à travers une porte, cette ouverture qui mène à la galerie d'exposition de la nouvelle aile à la salle expérientielle, qui se trouve justement dans les bains, dans le bâtiment des bains. Différentes performances ont lieu, donc il y a tout un programme qui a lieu à Colmar. Et j'ai été particulièrement touché, c'est un peu fort, je m'excuse. Mais ces performances que vous avez vues, c'est un peu trop fort, je m'excuse, mais ces performances que vous voyez, c'est un chorégraphe, danseur et performeur français qui s'appelle Jérôme Bell, et il travaille dans des musées dans tout le monde, et il travaille avec des gens de la population locale. C'est-à-dire que lui-même, il n'est pas actif, il est actif en préparation des événements, mais les courtes séquences que vous avez vues, ce sont tous des habitants de Colmar qui ont voulu participer à ces performances. Et ils font ils s'exercent, ils font en amont, et ensuite il y a eu cette performance ici vous voyez une petite fille. Là, il y a une jeune femme avec un Down syndrome qui va devant tout un public et qui fait, au fond, le lead de cette performance. Il y avait aussi des professionnels, comme ici, les majorettes. Et donc, et là, il ne chante pas New York, mais il chante Colmar. Bon, j'en arrive à la fin de ma présentation et sur cette image qui me dit qu'avec le recul du temps, l'ancienne chapelle et son cloître peuvent être considérés comme un modèle historique, bien entendu parmi d'autres institutions et d'autres formes, mais pour être considérés comme un modèle de la vie contemplative. Et une contemplation qui ne fait pas nécessairement appel à la foi, comme c'était le cas au Moyen-Âge ou quand cette œuvre a été conçue, ou à la poursuite d'une transcendance. Merci.